On peut peut-être se tourner maintenant vers ce temps très attendu où nous allons pouvoir entendre les tutelles sur un sujet que les tutelles ont elles-mêmes défini et qui nous semble le bon sujet, enfin un sujet passionnant, qui est celui du partenariat entre l'éducation nationale et l'Agence régionale de santé au service de la scolarisation des élèves polyhandicapés. Alors, nous avons la chance d'avoir parmi nous M. David Ratage, qui est conseiller académique école inclusive à l'Académie de Lille, Madame Silver, Corinne Silver, dont je veux dire le titre précis, qui est conseillère technique école inclusive auprès du recteur de l'Académie d'Amiens, et M. Christophe Nuis, qui est directeur adjoint de l'offre médico-sociale à l'Agence régionale de santé, avec lequel, je le disais en introduction, nous avons la chance depuis le début du volet polyhandicap, nous, dans la région de France, de travailler régulièrement pour la déclinaison de ce volet dans notre région. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vais peut-être prendre la parole en premier si mes collègues de l'Éducation nationale le veulent bien, et puis ils me compléteront. Et voilà. Simplement, merci Monsieur Paulet. Alors, vous avez parlé de moi en tant que directeur adjoint. Pour le coup, justement, je ne suis pas directeur adjoint, je ne suis que sous-directeur, mais c'était notre directrice adjointe qui devait intervenir ce matin. Je saisis l'occasion et qui m'a appris à 9 heures qu'elle était indisponible et que donc je devrais représenter l'ARS. J'avais bien évidemment prévu de passer la journée avec vous pour me nourrir de ces réflexions qui sont toujours très intéressantes comme d'habitude. Mais là, pour le coup, voilà, vous comprendrez que je vais essayer de faire en sorte que mes propos soient le moins désordonnés possible. J'ai pas de PowerPoint à vous présenter. Je me suis écrit quelques mots là sur un brouillon que je vais essayer de vous livrer maintenant. Alors, en sachant que la tâche est assez rude d'ailleurs de passer après ce que vient de dire Madame Desnas sur, sur l'état des lieux. Mais bon, voilà. Alors, en toute modestie, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, bien évidemment, je vais pas prendre la parole aujourd'hui, vous en doutez bien, pour vous dire que demain, tous les enfants en situation de polyhandicap seront scolarisés à temps plein à l'école ordinaire, ce qui d'ailleurs n'aurait aucun sens. Simplement, l'idée, si vous le voulez bien, c'est que on puisse, enfin, en tant que moi représentant pour le coup de l'ARS, vous dire un peu notre position sur le sujet, l'état de notre réflexion, et puis surtout partager avec vous, et comme on le fait maintenant depuis un certain temps, effectivement de se nourrir de vos réflexions et de la richesse de vos réflexions pour qu'on puisse continuer ensemble à avancer et à faire en sorte, effectivement, dans le cadre des moyens qui sont les nôtres, de pouvoir demain, plus qu'aujourd'hui, donner davantage de chance aux enfants en situation de polyhandicap. Comme vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, enfants qui grandissent, qui deviennent, comme tous les enfants, rapidement et parfois trop rapidement adultes, avec des nouveaux besoins, des nouvelles attentes. Et là, pour le coup, un vrai sujet aussi qui pourra faire d'ailleurs l'objet d'autres temps d'échange avec vous par la suite. Alors, comme plein de choses intéressantes que j'ai entendues, effectivement, on peut à certains égards, là, parce que on parle quelque part un peu aussi entre initiés, on parle de l'accès aux apprentissages et à la scolarisation comme si c'était quelque chose d'évident, bien évidemment, et on a bien conscience, nous, à l'ARS, que encore trop souvent, et encore bien trop souvent, c'est les enfants en situation de handicap, eh ben, ils sont peut-être appréhendés trop par le prisme des besoins en prise en charge médicale avant tout, et peut-être encore trop insuffisamment, que l'ensemble, tout l'aspect de leurs besoins et attentes n'est qu'insuffisamment accompagné. S'il en était besoin, je tiens à vous rappeler bien évidemment qu'on est convaincu à l'ARS, et j'en suis convaincu aussi, mais je leur laisserai la parole après pour les collègues de l'Éducation nationale, que les enfants en situation de polyhandicap
sont bien évidemment en capacité d'apprendre, hein. C'est une évidence, mais je veux quand même le dire. Et on est aussi convaincu à l'ARS de l'importance de la mixité, de pouvoir partager avec les autres enfants à chaque fois que cela est possible. Je rappelle, je fais juste un peu techno, juste 2 secondes, mais je rappelle quand même, et j'invite d'entre vous qui le souhaitent à aller voir. Vous savez, notre outil programmatif, nous les ARS, c'est le schéma régional de santé. En l'occurrence, c'est le schéma régional de santé 2018 et 2023. Dans ce schéma, et vous le savez, parce qu'on en a échangé déjà avec vous, il y a un axe stratégique qui est intitulé « Rendre effectif la possibilité d'inscription de tous les enfants en situation de handicap dans des parcours de scolarisation et de vie sans rupture ». Alors, c'est vrai que c'est monsieur Pern, je crois, hein, qui tout à l'heure a jugé utile de bien préciser la spécificité, de ne pas confondre la spécificité des enfants polyhandicapés et des autres enfants en situation de handicap. Alors, moi, d'une part, je voulais vous dire, mais vous connaissez mon discours parce qu'on échange souvent là-dessus, notamment hein, dans le cadre des réflexions avec l'association régionale polyhandicap. Nous, l'ARS, on souhaite être vigilant à ne pas tomber dans une sorte de piège qui consisterait à privilégier un certain nombre de personnes, et en l'occurrence d'enfants, par type de handicap. On ne veut surtout pas mettre en concurrence différents types de handicap, hein. Et donc, on est vraiment sur l'accès à la scolarisation de l'ensemble des enfants en situation de handicap. Cela étant dit, et dès 2018, vous le savez, et on l'a écrit tel quel d'ailleurs dans le schéma, on a une attention particulière pour la scolarisation des enfants en situation de polyhandicap, au regard bien évidemment de leur particulière fragilité, de leur particulière vulnérabilité, hein, de leur particulière dépendance et puis de leur spécificité. Et donc, ça a été écrit tel quel, avec une attention particulière à l'accès aux apprentissages et à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Bon, cela étant dit, et je vous le dis très directement, vous avez l'habitude que je vous parle assez franchement, hein, l'idée pour nous, c'est pas non plus de faire du chiffre pour faire du chiffre, hein. Voilà, on n'est pas non plus dans une recherche systématique de produire de la statistique et pour montrer, voilà, que l'idée, pour faire clair, hein, c'est pas de déplacer un enfant polyhandicapé un quart d'heure dans une école ordinaire pour pouvoir dire que effectivement on fait de l'inclusion. Voilà. Moi, j'ai bien entendu et je partage tout à fait là tout ce qui a été dit avant. L'idée, et on a des échanges avec Corinne et David là-dessus, l'idée c'est, pour reprendre ce que disait Alain, c'est pas faire de l'inclusion en dépit sans sens, hein. Et l'idée c'est vraiment de penser tout cela, en tout cas pour nous, et de l'accompagner, hein, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, mais pour bien penser à l'articulation entre le soin et l'accès aux apprentissages. Je ne vais pas vous apprendre ce que vous m'apprenez régulièrement, la nécessité d'adapter les rythmes, les outils qu'il faut qu'on mette en place, hein, l'adaptation des programmes, mais ça c'est les collègues de l'Éducation nationale qui vont en parler, les modes de communication adaptés, etc. Hein. Donc, vraiment, l'idée pour nous, en tout cas, hein, c'est que demain, plus qu'aujourd'hui, essayer de faire en sorte que ça ne soit pas l'offre d'accompagnement existante qui s'impose aux familles, mais que les familles aient plus la possibilité de bénéficier d'une offre d'accompagnement, et ça vaut aussi en termes d'accès aux apprentissages diversifiés, et qu'elles puissent la mobiliser en fonction des besoins de leur enfant le moment venu. Voilà. Alors, effectivement, des unités, et notamment externalisées, très peu et trop peu aujourd'hui. Bon, on a la chance quand même
d'avoir toute cette expérimentation, cette expérience des partenaires, notamment, je pense, je vais pas citer les 3 qui sont dans Polyscole, mais après, on sait qu'il y en a d'autres aussi. Je pense notamment à l'APF, l'APE de Lille et au CESAP. Hein. Et là, pour le coup, on veut vraiment qui sont investis pleinement depuis un certain nombre d'années, là maintenant, dans l'accès aux apprentissages des enfants en situation de polyhandicap. Et on veut vraiment se servir de cette expérience et s'en nourrir pour pouvoir essayer de développer un certain nombre d'initiatives à l'avenir. Ce que je voulais dire également, c'est qu'on sait bien aussi, et vous le savez aussi, qu'à côté de ça, il n'y a pas, comme le disait Madame Tesnas, des unités en tant que telles officialisées et qui s'inscrivent en conformité avec le cahier des charges national, mais qu'il y a beaucoup d'autres partenaires et d'organismes gestionnaires qui font de l'enseignement pour les enfants en situation de handicap et qui expérimentent aussi des temps d'externalisation. Hein. Et en toute humilité, pour le coup, on est convaincus, nous à l'ARS, qu'on n'a pas une connaissance fine de tout ce qui se passe. De temps en temps, on apprend aussi qu'il y a une expérience intéressante, etc. Et pour nous, ça serait intéressant là, à l'avenir de pouvoir identifier, alors peut-être aussi avec votre soutien, un peu plus toutes ces démarches et toutes ces initiatives. Voilà. Et peut-être aussi pour dire que actuellement, ce qu'on fait et l'accompagnement que l'on peut faire quand on peut le faire des partenaires, que ce soit en crédit non reconductible ou en crédit pérenne, c'est dans le cadre de nos marges de manœuvre, j'ai envie de dire, actuelles et générales. Pour être très clair, on n'a pas à ce jour de ligne dédiée spécifiquement pour des unités, pour pouvoir développer des unités pour enfants polyhandicapés, notamment, je pense, des unités d'enseignement externalisées. Cela étant dit, la bonne nouvelle, mais je ne vous apprends rien, vous l'avez vu, c'est que, en tout cas, moi, j'ai lu que dans le projet de loi de financement pour la sécurité sociale de 2022, sont affichés des moyens dédiés. Et là, alors, en toute honnêteté, j'en suis là à ce stade, moi, à titre d'information, mais j'attends vraiment avec impatience que dès l'année prochaine, on puisse avoir la confirmation de ces moyens dédiés et du montant de ces moyens, parce que là, ça pourrait permettre de nous aider, pour le coup, à développer un certain nombre d'offres d'accompagnement et d'accès aux apprentissages et à la scolarisation supplémentaires. Et encore une fois, bien évidemment, on se servira de l'expérience et des initiatives des partenaires et des organismes gestionnaires qui développent un certain nombre de choses dans la région actuellement. Peut-être qu'à ce stade, après moi, bien évidemment, je peux essayer de répondre à vos questions. Hein, si j'y arrive, après, je reste avec vous toute la journée pour échanger. Peut-être laisser la parole à Corinne et ou à David pour compléter voilà, ce que j'ai dit, infirmer ou confirmer. Volontiers. Volontiers, merci beaucoup. Je note que dans votre attention à la cause du polyhandicap, parmi toutes les attentions que vous portez à toutes les causes, effectivement, vous avez quand même reconnu, même si vous avez bien dit, et vous me le dites à chaque fois, que vous ne dissociez pas les différentes familles de handicap, mais vous avez bien quand même pris en considération les spécificités, les grandes spécificités du polyhandicap et des enfants et des adolescents polyhandicapés. On en a parlé depuis ce matin. Simplement, quelques questions que je vous laisse réfléchir et puis je vais passer la parole tout de suite à nos amis de l'Éducation nationale. Mais par exemple, moi je suis médecin, donc pas administratif, pas directeur, je ne sais pas bien comment ça se passe. Qui finance quoi dans les unités? Vous nous avez bien dit que la circulaire du 2 juillet 2020 à ce jour, n'avait pas abouti à un fléchage particulier de financement côté ARS pour ces unités,
que peut-être ça viendrait, mais que pour l'instant, vous n'aviez rien vu de fléché. Moi, je ne sais pas très bien qui finance quoi dans ces unités. Par exemple, j'imagine que le personnel médico-social qui accompagne l'enfant en milieu scolaire ordinaire est financé par l'ARS, mais j'ai entendu dire aussi que quand ce personnel sort de l'établissement, il n'est plus dans l'établissement et que du coup, forcément pour l'établissement, c'est une difficulté parce que il y a à la fois les enfants à accompagner à l'extérieur et les enfants à accompagner et à soigner à l'intérieur. Donc cette notion de qui finance quoi, et en particulier que finance l'ARS, c'est peut-être une question importante. Quelle est la place des ARS dans ces unités d'enseignement interne et dans ces unités d'enseignement externe? Merci beaucoup, Monsieur Muisson. Vous avez la gentillesse d'y répondre après. Je vous réponds maintenant ou après? Non, après. Si d'accord, vous me rappellerez la question si je l'ai oubliée. Volontiers. Donc, je passe la parole volontiers à Madame Silver et à Monsieur Ratage, s'il vous plaît. Donc, tous les deux, inclusion des enfants handicapés dans leurs académies respectives, Lille et Amiens. Oui, je vais commencer si vous m'en donnez la possibilité. Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais un petit coucou par visio, mais je vais arrêter ma caméra pour pouvoir garder une qualité de connexion correcte. Voilà. Donc, le recteur de l'Académie d'Amiens, ainsi que tous les recteurs qui l'ont précédé, ont toujours été engagés dans la scolarisation des élèves en situation de handicap. Alors aujourd'hui, nous parlons du polyhandicap, mais il y a aussi les autres, déficients visuels, auditifs, déficiences intellectuelles, et les enfants porteurs d'autisme, de TDAH, de TSLA. Voilà, on est véritablement dans cette dynamique. L'éducation nationale, de façon globale, est engagée dans la scolarisation des élèves en situation de handicap depuis de nombreuses années, la loi de 2005, mais aussi la création des unités d'enseignement depuis 2009. Alors, dans l'Académie d'Amiens, nous n'avons pas attendu ces dates pour mettre en place des choses qui peuvent vous paraître peut-être modestes, mais qui ont le mérite d'exister. Je parle en particulier de l'IEM Saint-Exupéry à Amiens, qui est géré par les PEP 80, alors qui ne s'appelait pas comme ça en 1958, mais qui disposait déjà de 3 postes d'instituteurs, puisqu'à l'époque nous parlions d'instituteurs. À ce jour, il y a 5 enseignants dans cet institut d'éducation motrice. Donc, quand on parle de début de scolarisation, il y a eu des débuts bien précoces par rapport à tout ce qui a pu être dit précédemment. Alors, 5 enseignants qui sont dans cet établissement, qui travaillent en équipe, qui travaillent en partenariat avec toute l'équipe médico-sociale depuis de nombreuses années, sous le pilotage, bien sûr, d'un directeur d'établissement qui relève de l'association des PEP. Alors, la scolarisation des élèves porteurs de polyhandicap au sein de cet établissement n'est pas toujours chose facile, puisque le soin reste dominant. J'entendais parler de la scolarisation qui reste trop réduite pour certains enfants, et je ne peux que vous rejoindre sur ce point-là. Mais pour autant, moi qui ai pas mal travaillé avec cette équipe-là, la place de la scolarisation n'est pas simple. L'enseignant débute sa journée avec un petit groupe. Au bout de 10 minutes, il y en a un qui sort parce qu'il a besoin de soins. Quelques minutes plus tard, un enfant qui, il vient d'être verticalisé, il est en souffrance, il faut que l'on le remette dans son fauteuil. Enfin, la scolarisation n'est pas simple, elle est entrecoupée de soins, et donc l'emploi du temps des élèves dans cet établissement, et de façon globale quand il s'agit de polyhandicap, n'est pas chose facile. Alors je ne vais pas trop détailler le fonctionnement, je voulais juste dire que à ce jour, avec l'aide et le partenariat de l'ARS, nous travaillons avec mes collègues, puisque ceux qui sont à la manœuvre, ce sont mes collègues qui sont IEN-ASH dans les départements sommenoises, travaillent à l'implantation d'unités d'enseignement et aussi à l'externalisation. Donc là, dans l'Oise, il y a une belle dynamique qui est engagée, puisqu'il y a une unité d'enseignement qui a été ouverte cette année à l'EME des Sables à Clermont. Donc c'est le CESAP, je pense que les participants vont pouvoir en parler mieux que moi, je le pense. Donc, une inauguration qui a eu lieu en présence de l'inspectrice d'académie de l'Oise en octobre.
Donc ça, c'est pour cette année. Et l'année prochaine, un projet d'ouverture d'unité d'enseignement externalisée sur Noyon est prévu. Alors, sur cette unité d'enseignement externalisée, puisque c'est l'objet principal de la journée d'aujourd'hui, je pense qu'il manque un intervenant. Monsieur Paulet, si je peux me permettre, ce sont les collectivités territoriales. Parce que externaliser une unité d'enseignement, oui, mais où? Il faut des locaux qui soient accessibles au polyhandicap, qui soient disponibles, qui nécessitent bien souvent des travaux qui sont financés, bien sûr, par les comme les métropoles, les communes. Bien souvent, il faut une salle de classe avec une salle pour la prise en charge médico-sociale à côté. Il faut des toilettes adaptées. Vous savez, on a encore énormément d'écoles qui ne sont pas accessibles. Ça, je pense que c'est un discours que vous pourriez tenir auprès des collectivités territoriales. Donc, externaliser, c'est bien. Je l'ai entendu et j'en suis ravie, pas à l'encontre du bien-être des enfants. Ça me paraît effectivement très important. J'ai entendu aussi parler en lien avec le temps de scolarisation, des objectifs de scolarisation ciblés. Ça me paraît fondamental. Lorsqu'un enfant est scolarisé, quel que soit le type de handicap, de toute façon, il faut que les objectifs de scolarisation soient bien ciblés. Alors, pour revenir aux établissements qui accueillent en leur sein des enfants polyhandicapés, je dois quand même vous signaler que voilà, l'éducation nationale s'investit là-dedans, s'investit dans l'accompagnement de ces enfants qui sont pour nous autant prioritaires que les autres. Cependant, je dois vous avouer que l'éducation nationale ne rencontre pas toujours un franc succès auprès de certains établissements médico-sociaux accueillant du polyhandicap. Puisque la parole est libre aujourd'hui, donc je le dis, je le signale. Je me suis moi-même rendue dans 2 établissements de l'Académie d'Amiens qui ne disposent pas d'unité d'enseignement. Je leur ai proposé un poste temps plein d'enseignement pour commencer. Et là, écoutez, le droit fondamental à l'école n'est pas perçu par tous vos collaborateurs et toutes les associations gestionnaires, puisque ce que je me suis entendu dire, c'est mais vous ne connaissez pas nos enfants, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne sont pas en capacité d'apprendre. Et deuxième discours, c'est à l'école, on n'y avait jamais pensé. Donc voilà, donc l'éducation nationale y travaille de son côté. Ça n'est pas simple pour personne, mais en tout cas, s'il y a un manque d'unité d'enseignement dans certains établissements et un manque d'enseignants, ce n'est pas toujours par manque de volonté de l'éducation nationale. Un dernier point pour ma part, et je laisserai la parole à David parce que je ne voudrais pas être trop longue et il est déjà midi, c'est la formation des enseignants. Alors, chaque année, nous formons des enseignants, alors suivant le type de handicap. Il y a environ 60 enseignants dans l'Académie d'Amiens qui partent en formation KPI chaque année, certificat d'aptitude aux pratiques pédagogiques de l'école inclusive. Alors, pour former les enseignants à prendre en charge et à accompagner des élèves porteurs de polyhandicap, nous faisons appel à l'INSHEA. Nous avons entendu le discours et la présentation très complète de la collègue tout à l'heure. Et donc, oui, les enseignants sont formés à l'INSHEA. Il n'y en a pas beaucoup, ça c'est sûr. C'est à regretter, mais en tout cas, l'INSHEA est véritablement le partenaire de l'éducation nationale pour la formation des enseignants. Je tiens à signaler quand même que globalement, au niveau de l'école inclusive, les INSPE sont tenus à mettre en place pour la première année, pour les étudiants qui sont en M1, M2, 25 heures de formation sur l'école inclusive de façon générale. Alors, ça ne cible pas particulièrement le polyhandicap, mais c'est aussi un beau début et une belle ouverture pour que les jeunes qui sortent de formation et qui sortent des INSPE d'Amiens ou d'ailleurs puissent au moins avoir entendu parler de la scolarisation des enfants en situation de handicap, puissent être avertis qu'ils sont véritablement au cœur de l'accompagnement et puis qu'ils comprennent bien sûr que cela nécessite une formation plus approfondie suivant
suivant le profil des enfants qui leur sont confiés. Voilà, pour ma part. Je laisse la parole à David. Oui, Merci beaucoup, Madame Silver. Je vais passer la parole tout de suite à Monsieur Ratage. Je prends acte notamment de deux choses que vous avez dites. La première, c'est qu'effectivement, les collectivités territoriales doivent participer à cette réflexion. C'est vrai que les écoles sont portées par les mairies et que les collèges sont portés par les conseils départementaux et que nous en avions d'ailleurs parlé dans le groupe de préparation de cette journée. Les collectivités territoriales doivent être associées. Bon, nous ne l'avons pas fait, autant pour nous, pardon. Deuxièmement, vous dites que les opérateurs, parfois, sont eux-mêmes avec des représentations qui n'imaginent pas la scolarisation. Bon, si vous le dites, c'est que c'est vrai. En tout cas, dans les associations que je connais, les associations gestionnaires que nous connaissons dans la région, on a au contraire, je crois, une sensibilité très grande aux enfants polyhandicapés, à leurs besoins et à leurs soucis de scolarisation. Mais bon, Madame Atlan avait dit avant qu'il y a effectivement des représentations parfois qui sont un peu un obstacle parfois à la scolarisation. Et puis le dernier élément, c'est dans le chat, mais peut-être vous aurez la gentillesse d'y répondre, vous, M. Ratage, après. Effectivement, il est signalé dans le chat que souvent il y a quand même... Alors, bien sûr, on peut toujours être insatisfait, mais il n'y a pas beaucoup de temps d'enseignants par rapport au nombre d'enfants à scolariser. Bon, mais peut-être vous pourrez, s'il vous plaît, y répondre. Je suis content de vous passer la parole, Monsieur Ratage. Je vous remercie d'avoir la gentillesse de parler au nom de l'Académie de Lille. Oui, merci, merci Dr Paulet. Je vous remercie en fait tout d'abord pour ces interventions des professionnels. Ça a été vraiment enrichissant au niveau des professionnels. C'est aussi un plaisir de recroiser le docteur Juzo dans d'autres échanges que nous avons pu avoir auparavant. Je remercie aussi, j'ai été très attentif aussi aux témoignages des parents, des familles que j'ai pu avoir, et notamment aussi, je lis attentivement aussi les échanges qu'on peut voir sur les chats. Donc, je vais essayer un peu de vous résumer un peu comment se positionne l'Académie Lille, tout en étant complémentaire avec mes collègues, Christophe Mies de l'ARS et ma collègue Madame Silver de l'Académie d'Amiens. Comme l'Académie d'Amiens, l'Académie de Lille s'inscrit pleinement dans un objectif majeur qu'est l'école inclusive, c'est-à-dire vraiment l'accompagnement personnalisé des élèves en situation de handicap et des élèves à besoins éducatifs particuliers. Vous le savez, depuis 5 ans, il y a eu une forte accélération sur l'école inclusive. Madame Cabu, directrice de l'Académie de Lille, a mis un accent fort justement sur l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers dans notre académie. Donc, c'est un des axes majeurs, justement, d'accompagner ces élèves. Et donc, accompagner ces élèves, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la scolarisation en établissement scolaire dans l'accompagnement, mais il y a aussi l'accompagnement dans les unités d'enseignement qui sont développées au sein de l'Académie de Lille. Et il y a un maillage fort d'établissements médico-sociaux sur l'Académie de Lille. Et l'Académie de Lille accompagne de manière historique, de manière très conséquente, les unités d'enseignement. Nous avons un nombre conséquent d'enseignants qui sont mis à disposition des établissements médico-sociaux depuis X années. Donc, nous continuerons, nous continuerons et nous nous améliorons. Il y a toujours des choses à améliorer, bien évidemment. J'entends les critiques qu'on a pu avoir tout au long de cette matinée. Je ne pense pas qu'il faut opposer les moyens. Cette notion de moyens, je souhaiterais simplement échanger avec vous là-dessus. Je reprends ce que a dit le docteur Juzo. C'est un travail collectif, et l'Académie de Lille a ce grand principe, c'est que pour l'accompagnement de ces élèves en situation de handicap, et notamment les élèves polyhandicapés aussi, bien évidemment, il y a toujours un travail collectif qui est mené, avec les inspecteurs de circonscription, inspecteurs ASH, spécialisés pour la proximité du terrain, avec tous les établissements médico-sociaux, avec les organismes gestionnaires, avec les directeurs des établissements médico-sociaux. Il y a un travail collectif pour trouver la meilleure solution et le meilleur accompagnement pour ces élèves, justement. Pour reprendre ce qui a été mis dans les chats, la scolarisation, ce n'est pas qu'un accès aux apprentissages, même si je suis d'accord avec le docteur Juzo en disant que la scolarisation, c'est un accès, je cite, d'apprentissage de type scolaire,
Mais c'est aussi évidemment une socialisation, hein, et puis un savoir-vivre ensemble. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus, hein, professionnels de l'éducation nationale, et nous œuvrons tous dans le même sens, justement pour faire accéder à cette scolarisation. Mais voilà, il y a toujours des mais ces mais, il faut les améliorer, il faut essayer de les franchir. Alors, je reprends ce que a dit le docteur Atlan, hein, savoir se représenter les enjeux de l'école, oui. L'école a évolué énormément, je l'ai dit en début de mes propos, l'école inclusive a eu une forte accélération depuis des années, il y a une forte transformation des écoles. Cette transformation s'opère dans l'Académie de Lille fortement. On accompagne fortement les enseignants non spécialisés justement à cette transformation de l'école inclusive. Il y a des moyens mis dans la formation continue pour accompagner ces enseignants dans la formation, pour expliquer comment accompagner des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ce plan de formation est là aussi. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, cette formation pourrait être perçue comme une formation très généraliste sur l'école inclusive, mais il faut passer par là. Mais sur la proximité de terrain et les travaux qui sont menés par les IUNASH sur le terrain, avec le maillage, et j'y reviendrai un petit peu justement sur le polyhandicap, hein. Le polyhandicap est quand même présent fortement sur l'Académie de Lille, hein, sur Douai, sur Valenciennes, sur Armentières dans les Flandres, sur Lille, sur Calais. Ce travail se fait, j'ai pris des contacts, hein, j'ai pris des renseignements, se fait main dans la main avec l'Éducation nationale et se fait en collaboration étroite avec l'inspecteur de l'Éducation nationale spécialisé, chargé du handicap, les IUNASH. Et je sais que mes collègues sont toujours à l'écoute des établissements médico-sociaux qui souhaitent justement développer une scolarisation au sein de leurs établissements en créant une unité d'enseignement. Il n'y a jamais eu, on va dire, de rejet, il y a toujours un travail collaboratif qui est mis en place. Je n'ai pas les chiffres, je les ai, mais ce n'est pas, on ne va pas faire une bataille de chiffres, c'est pas le lieu, c'est d'avancer et de voir quel est l'avenir pour justement pour développer la scolarisation des élèves polyhandicapés. Il existe bien évidemment des enseignants dans l'Académie de Lille qui sont déjà dans des unités d'enseignement, dans des établissements particuliers avec un agrément polyhandicapé. Et je sais très bien aussi, sans les nommer parce que je ne voudrais vexer ni l'un ni l'autre, hein, donc Polyscol a été une expérimentation au niveau du centre de Lille, hein, plutôt sur du côté de Villeneuve-d'Ascq plus précisément. Je sais qu'il y a des projets d'unités d'enseignement externalisées qui se mettent en place petit à petit en tenant compte justement des logiques que le docteur Juzo a citées, hein, ces logiques, c'est pour ça que ça prend du temps, une installation sécurisée, un maintien des soins, et puis justement un projet individuel de communication. Et donc, ce travail se fait sur le terrain. J'ai eu directement les inspecteurs au téléphone. Il se fait, ça prend du temps, bien évidemment. Et puis, ces unités d'enseignement externalisées, pour reprendre ce que a dit aussi Madame Atlan, ces unités d'enseignement externalisées auront certainement une particularité que les autres n'ont pas, hein, en sachant que nous avons plus de 140 unités d'enseignement externalisées déjà développées, mises en place dans l'Académie de Lille. Les unités d'enseignement externalisées de polyhandicapés, en vous écoutant, hein, puisque j'ai appris beaucoup d'autres choses ce matin, seront plutôt sur un système de dispositifs où le collectif, où le travail en partenariat sera encore plus renforcé parce que justement, il y a un besoin d'accompagner justement ces élèves et on ne peut pas essayer de dissocier, on va dire, une catégorie de professionnels par rapport à d'autres dans l'accompagnement. On réussira l'accompagnement de nos élèves polyhandicapés que par le biais d'un collectif et par le biais d'un partenariat fort et renforcé, avec justement des va-et-vient, quand ça sera nécessaire, dans l'unité d'enseignement externalisé ou dans l'unité d'enseignement, en sachant que majoritairement, et ça je le précise aussi, hein, on a unité d'enseignement externalisé lorsqu'il y a unité d'enseignement. Donc ça veut dire que quand il y a unité d'enseignement, il y a déjà des enseignants qui sont présents au sein de l'établissement médico-social et au sein de l'établissement polyhandicapé. Alors voilà ce que je voulais dire, hein,
Alors, au niveau des formations, oui, je reviens un petit peu au niveau des formations aussi. Bien évidemment, mes collègues inspecteurs, lorsqu'il y a un travail qui est mené au niveau du polyhandicap, en proximité, ils vont mettre en place, et c'est un travail que nous menons aussi au niveau de l'académie, des formations continues croisées entre le médico-social et l'éducation nationale, avec la spécificité, justement, type polyhandicapé. Et ça, je sais qu'ils le feront, ils le mèneront. Et l'Académie de Lille soutiendra bien évidemment ces formations en lien, en partenariat, encore une fois, avec le médico-social et nos collègues de l'ARS. Voilà ce que je voulais dire. Hein. C'est vraiment pour résumer, hein, je le redis peut-être, j'ai déjà répété plusieurs fois, c'est l'équation des conditions d'accès à la scolarisation des élèves polyhandicapés se fera par un collectif fort, par un partenariat fort avec les parents, avec le médico-social, avec l'ARS, avec l'éducation nationale. Ce n'est que par ce collectif qu'on arrivera à réussir justement cet accès à cette scolarisation. Il faut inventer des choses, il y a un défi à relever, il y a une logique d'apprentissage différente à mettre en place. Eh bien, dans ces années à venir, et justement, il y a l'opportunité qui nous donne cette opportunité de création à l'aube de 2023, de création d'unités d'enseignement externalisées, de réussir et de continuer, parce qu'il ne faut pas justement se donner que cet objectif. L'Académie de Lille le montre, hein, on n'a pas que l'objectif d'un, mais lorsqu'il y a nécessité, lorsqu'il y a besoin, eh bien, vous pourrez compter sur l'éducation nationale. Merci beaucoup, M. Ratage. Nous avons bien entendu effectivement l'attention que porte l'Académie de Lille aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Vous nous avez apporté des informations précises également, par exemple, au passage, celle qu'on ne conçoit théoriquement pas une unité d'enseignement externalisée s'il n'y a pas dans l'établissement une unité d'enseignement interne, si j'ai bien compris. Vous nous avez dit, et on ne peut qu'approuver ce que vous dites, que tout ça se réfléchit dans le cadre d'une réflexion collective, d'un partenariat associant les parents, les professionnels du médico-social, l'ARS et l'éducation nationale. Et là aussi, j'aurais une question. Où y a-t-il ce travail collectif? Quel est le support, si je puis dire, à ces réflexions collectives? Voilà, on peut peut-être, si vous l'acceptez, s'il vous plaît, Madame Silver, Monsieur Ratage, Monsieur Muis, accueillir quelques questions sans prolonger outre mesure votre engagement, mais accueillir quelques questions, s'il vous plaît. Et là, peut-être, Permettez-moi, docteur Paulet, parmi les partenaires, parce que vous avez compris que je suis très sensible au collectif, je pense qu'il y a un partenaire qu'il ne faut pas l'oublier non plus, c'est les MDPH. Bien sûr, bien sûr. Et les enseignants. Les MDPH ont justement la compétence, parce que j'ai entendu ça ce matin, à pouvoir cartographier justement où se trouvent les unités d'enseignement, où se trouvent les unités d'enseignement externalisées, où se trouvent des lieux de scolarisation. Alors pour les collègues qui ne sont pas de l'Académie de Lille, hein, l'Académie de Lille est quand même, on est une région Hauts-de-France disproportionnée, on a quand même une implantation géographique importante, avec des milieux urbains très, très concentrés, et des zones géographiques rurales très fortes. Donc, la MDPH est importante aussi à associer pour la cartographie. Peut-être une réponse sur les lieux de ce partenariat, ou plutôt l'organisation formelle de ce partenariat nécessaire? Vous pouvez répéter la question, Monsieur Paulet? Ce partenariat que vous appelez de vos voeux et que même vous dites indispensable, et on est bien d'accord avec vous, parents, professionnels du médico-social, ARS, éducation nationale, MDPH, on peut même rajouter les collectivités territoriales, on en a parlé précédemment. Est-ce qu'il est organisé, ce partenariat? Alors, il n'y a pas de modèle, mais c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le maillage de proximité. Les premiers contacts de partenariat se font toujours entre la direction de l'établissement médico-social et l'inspecteur ASH. Le partenariat s'engage à partir de là, à partir justement d'un dialogue. Et je sais que mes collègues qui sont sur le terrain, sur Valenciennes, sur Calais, précisément, puisque je les ai eus tous les deux au téléphone hier, je sais qu'il y a un fort partenariat. Je sais que les collègues
de Quinzin-Pérouchot vont certainement parler cet après-midi. Donc, ils pourront justement parler justement de ce partenariat. Un partenariat, c'est savoir communiquer, c'est savoir échanger avec les inspecteurs de l'éducation nationale, et je sais que mes collègues le font. Si je peux me permettre, Monsieur Paulet, il existe des instances pour justement parler partenariat et pour que ce partenariat s'installe. Ce sont les comités départementaux de suivi de l'école inclusive et les communes, et les comités académiques de suivi de l'école inclusive. Donc l'Académie d'Amiens les met en place régulièrement chaque année. Donc c'est un comité dans lequel sont réunis bien sûr l'éducation nationale puisqu'on en est à l'origine, l'ARS, les MDPH, les associations de parents, les associations gestionnaires, les départements, voire la région. Et donc, le but de ces comités départementaux et académiques est de faire le point sur la situation de l'école inclusive, tout type de handicap, et de faire un état des lieux, de faire des constats, de faire des projections, d'envisager les perspectives. Donc, ce sont des instances que vous pouvez investir en tant qu'association. Et c'est véritablement le lieu où le partenariat se construit et dans lequel on peut envisager l'installation de nouvelles perspectives. Merci pour cette réponse très précise, Madame Silver. Je me tourne vers Madame Silver et Monsieur Ratage pour revenir un moment sur le problème majeur de la formation des enseignants. Bien sûr, il y a des enseignants spécialisés. Peut-être que Esther a aussi des éléments de réponse. Est-ce que l'Éducation nationale peut proposer à ses enseignants une formation spécifique à la hauteur des besoins des personnes handicapées, toutes familles de handicap, et des personnes polyhandicapées en particulier? Corinne, tu veux que je commence? Oui, bon, je ne sais pas, comme tu veux. Vas-y, Corinne. Moi, je voulais juste dire, pour répondre à M. Paulet, que dès qu'un enseignant est nommé sur une unité d'enseignement polyhandicap, systématiquement, on envoie en formation. On ne laisse pas quelqu'un, en tout cas dans l'Académie d'Amiens et dans l'Académie de Lille, je sais que c'est la même chose, on ne laisse pas quelqu'un en poste sans formation, sans accompagnement. Donc, la formation auprès de ces enfants-là est indispensable, comme celle que l'on propose aux enseignants qui accueillent des enfants sourds ou malentendants, avec la LSF, déficience visuelle avec le braille. Enfin, voilà, on est véritablement là dans cette dynamique-là. Alors, je vais compléter, Dr Paulet, et je vous remercie de nous donner l'opportunité de nous expliquer justement sur la formation qu'on met en place. Je vois Madame Atlan en visio, là, justement aussi. On a plusieurs types de formation, hein, plusieurs temps de formation. On est aussi en collaboration directe avec l'INS HEA, hein, qui propose plusieurs modules de formation. Mais il y a deux types de formation qui existent maintenant dans les académies. C'est la formation école inclusive qui est donnée, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, aux enseignants qui n'ont pas de spécificité d'accompagnement avec les élèves à besoins éducatifs particuliers. Ce sont donc en fait les enseignants du premier degré et du second degré qui ont été formés, qui sont titrés professeurs, premier degré ou second degré, mais qui n'avaient pas au départ de formation sur l'école inclusive. Maintenant que l'Académie scolarise plus de 4,1% d'élèves en situation de handicap, nous mettons en place une formation spécifique, puisqu'ils ont, je le rappelle, 1 an de formation à l'INSP pour justement apprendre des gestes professionnels adaptés aux besoins des élèves qui sont en situation de handicap. Mais je vais même au-delà. Quand vous avez des enseignants spécialisés titrés donc, avec cette formation INSP, lorsqu'ils sont dans un établissement médico-social avec un trouble spécifique, très souvent, on met en place donc des formations croisées éducation nationale
médico-social, mais je sais aussi qu'à l'initiative des partenaires du médico-social, ils ouvrent à l'enseignant des formations qui existent aussi dans leur offre, dans ce que les prestataires peuvent leur offrir. Donc voilà, il y a des formations, il y en a partout. Merci, M. Rattache. C'est quoi l'INSP? L'INSP, c'est l'ancienne école normale qui est devenue ensuite IUFM, qui après est devenue SP, qui maintenant est devenue INSP. D'accord, donc ça veut dire Institut national Supérieur pédagogique pour l'enseignement. Et donc, ils ont vocation à former les enseignants du premier degré et du second degré. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a dans la salle une ou autre question, s'il vous plaît? Nous sommes très nombreux, 161 participants, donc évidemment, ce n'est pas possible de s'exprimer, mais est-ce qu'il y a une ou deux questions? Hervé. Bruno, ce que je peux faire, c'est un petit peu une synthèse. Il y a, pardon, il y a pas mal d'interventions quand même sur la question des moyens, hein, avec des chiffres, par exemple, quelqu'un qui dit dans les IEM accueillant des polyhandicapés dans le 62, il n'y a pas d'enseignants. Fonctionné, hein, notamment Yannis Chera qui est félicité. On a un témoignage que je voudrais citer de Dominique Juseau, hein, qui nous l'a dit à plusieurs reprises dans nos journées de préparation, qui est actuellement dans une autre région, qui est parti dans une autre région et qui voit le décalage et qui quand même apporte un fort satisfecit à la région des Hauts-de-France pour son dynamisme avec les différentes instances et enfin, il y a des synergies quand même intéressantes entre les associations gestionnaires, l'éducation nationale, l'ARS, etc. Et bon, ça, je tenais à le souligner. Alors, il y avait une question un peu particulière pour l'ARS hein, sur les petites structures qui doivent être avalées par les grosses assos et ça semble dommageable et on se demande pourquoi les petites assos doivent être rattachées à des grosses associations. Ça fait perdre un petit peu l'originalité de ces petites associations. Voilà en gros. Alors, je ne peux pas relever des chiffres qui émanent de participants à notre journée qui proviennent qui ne sont pas de la région des Hauts-de-France, quoi, hein, parce que là, on est quand même dans une journée sur les Hauts-de-France. Donc, les gens témoignent de moyens dans les autres régions, mais ce n'est pas trop l'objet de notre journée aujourd'hui. C'était intéressant d'accepter des participants des autres régions, mais plus à titre de participants témoins et pas, je ne voudrais pas polluer notre journée avec des chiffres qui ne sont pas en rapport avec notre région des Hauts-de-France. Voilà. Monsieur Muis, peut-être? Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, j'avais un peu de difficulté avec mon micro. Oui, alors pour la dernière question, oui, il y avait 2-3 questions là, qui me concernaient sur les petites associations qui seraient englobées par les grosses. Bon, je pense qu'on est un peu hors sujet là aujourd'hui. Pour autant, alors je ne sais pas de quel asso il est fait référence. Si c'est dit, peut-être que sur franchement, en toute honnêteté, moi je passe pas mon temps à programmer des regroupements de structures médico-sociales. Après, peut-être, mais franchement, je ne sais pas à quel asso il est fait référence. Peut-être que dans des logiques particulières de territoire, s'il y a du sens en termes d'efficience en termes de qualité pour les personnes, si une trop petite structure n'a pas suffisamment les moyens, etc., ça peut-être avoir du sens qu'elle soit regroupée. J'en sais rien, mais franchement, on n'est pas très franchement dans une logique et dans une programmation visant à faire absorber les petites structures par les grandes, hein, très franchement. Par contre, moi, je voulais, je pourrais répondre après s'il y a un peu plus de précision, mais oui, je voulais rebondir juste sur le point sur effectivement les collectivités territoriales. Ça me semble effectivement être un point important parce que
la proximité entre les professionnels d'éducation nationale et ceux du médico-social, et la question des transports aussi. Enfin, mais voilà, vraiment, ça me semble important au regard des besoins de soins, cette proximité. Voilà. Oui, alors, je voulais rebondir aussi sur Corinne, ce que tu disais, et Corinne Silver, et on en a déjà parlé, hein, des 2-3 établissements et partenaires qui a priori auraient refusé des postes éducation nationale. Bon, alors moi, je me dis, hein, franchement, qu'on l'a bien compris, et tous, hein, il y a une évolution des mentalités voilà, à avoir. Je pense que à tous les niveaux, hein, à l'ARS, chez peut-être encore certains gestionnaires, et puis même parmi les familles. Hein, je pense aussi aux échanges qu'on a. Voilà, il y a des approches différentes. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis convaincu, mais alors, on va aller voir évidemment ces partenaires, organismes gestionnaires, hein, et on va échanger avec eux. Et s'il y a besoin, on fera un peu de pédagogie, je ne sais pas, et je suis sûr que rapidement, Corinne, on fera en sorte qu'ils puissent venir vous prendre ton attache et bénéficier des postes que vous leur proposez, hein, évidemment. Je pense quand même que, j'ose espérer en tout cas que c'est l'arbre qui cache un peu la forêt, mais on va aller voir. Pour le coup, et en lien un peu avec les moyens, effectivement, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est essentiel pour nous. L'idée, c'est ne pas. Il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, très clairement. Il ne s'agit pas d'enlever des temps d'enseignants, mais moi je pense plus là pour ma partie éducation nationale, des temps médico-sociaux d'unités d'enseignement interne pour développer de l'externe. Hein. Il ne s'agit pas non plus que les enfants, en tout cas c'est notre position là, qui sont dans les établissements, ne bénéficient plus ou d'une prise en charge insuffisante parce que les moyens sont affectés dans les écoles. Hein. Alors, les moyens, effectivement, ils sont sans doute toujours trop insuffisants. Pour le coup, voilà, je le dis comme je le pense, hein, si vous me posiez la question sur l'adulte, et ça sera un autre sujet, un autre moment, je pense que sur les masses notamment, nonobstant les efforts de renforcement de moyens qu'on fait tous les ans, il y a historiquement, voilà, il y a une telle hétérogénéité entre dans les dotations qu'il y a encore vraiment un effort à faire sur certaines masses qui accueillent des polyhandicapés. Pour le coup, et on peut en échanger, je suis ouvert à la discussion sur tous les EAP, vous le savez, hein, ces établissements qui accueillent des enfants handicapés, et pour les IME qui accueillent des enfants, qui ont des places spécifiquement pour les enfants polyhandicapés. Pour le coup, en tout cas, sauf si vous me prouvez le contraire, et à ce moment-là, je suis prêt à en discuter. On a vraiment, là, on est arrivé en termes de renfort des moyens à un niveau, en tout cas, satisfaisant. Pour nous, c'est jamais l'idéal, mais en tout cas, il y a un vrai effort qui a été fait en faveur de ces établissements et sur ces places pour financer ces places pour enfants polyhandicapés. Encore une fois, à l'aune de, on a bien, voilà, leur spécificité, on a bien compris l'offre d'accompagnement qu'ils ont besoin. Cela étant dit, on attend encore une fois avec impatience les moyens, comme vous l'avez compris, hein, qu'on pourra avoir, on l'espère là, en tout cas, qui sont prévus dans le projet de loi de finances de sécurité sociale, parce que ça va nous permettre de développer pour le coup plus de temps d'éducateurs spécialisés, mais aussi de temps d'orthophonistes et d'ergothérapeutes qu'on pourra mettre là pour le coup dans les établissements scolaires sans pouvoir déshabiller l'existant dans les unités d'enseignement en établissement spécialisé. Merci beaucoup, Luis. Je note simplement au passage deux choses. J'apprécie beaucoup que vous disiez qu'il faut faire attention de ne pas déshabiller Paul, c'est-à-dire l'établissement médico-social, pour habiller Pierre, c'est-à-dire l'école, et faire en sorte qu'effectivement, si un enfant a besoin d'un accompagnement médico-social à l'école, pour autant, l'établissement médico-social puisse continuer à fonctionner avec un effectif suffisant. Et puis, bien sûr.
Deuxième élément, mais là c'est hors sujet, mais je l'ai dit ce matin, moi je ne pratique pas dans le domaine de l'enfant, je pratique dans le domaine de l'âge adulte du polyhandicap, et j'apprécie ce que vous dites sur les masses. C'est vrai qu'il ne faut pas considérer chez ces personnes qui ont une temporalité propre, je le répète, que parce qu'elles sont arrivées à un âge civil de majorité, elles ont fini leurs apprentissages. Or, dans les masses, on n'a pas les moyens de poursuivre et même parfois d'entretenir les apprentissages, et c'est bien dommage, donc j'apprécie vraiment ce que vous dites. Mais je pense qu'Hervé, tu voulais dire quelque chose. Non, non, non. Oui. Il y a une question là qui s'adresse directement à madame et monsieur de l'Éducation nationale. Les dispositifs Ulysse ont-ils vocation à accueillir des enfants polyhandicapés? C'est une question en fait qui en appelle d'autres. Hein. Je reprends en fait, je m'appuie sur les professionnels qui sont intervenus ce matin. Je dirais peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme une réponse de Normand. Tout dépend, en fait, comment le projet a été construit. Je reprends, j'ai beaucoup apprécié lorsque, je ne sais plus qui l'a dit, il faut que le projet de l'enfant doit être construit en amont. Et c'est à partir de ce projet construit de l'enfant, qui a été réfléchi par une équipe pluridisciplinaire et la famille, qu'on pourra se poser la question de savoir quel est le meilleur environnement possible pour qu'ils puissent accéder aux apprentissages. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Alors, Hervé, Bruno, est-ce que vous avez des questions à relayer? Non, enfin, il y avait juste une question là, qui vient d'arriver sur les postes d'enseignants. Effectivement, il y a eu des postes d'enseignants qui ont été historiquement affectés dans des IME, mais il y a des IME qui ont transformé leur agrément en CESAD. Or, est-ce que les postes d'enseignants sont maintenus ou pas lorsque c'est une pratique plus de type CESAD que de type IME, ou est-ce que l'Éducation nationale enlève ces postes dès lors qu'on est dans un mode CESAD ou pas? Corinne, tu veux répondre ou je réponds? Je vais répondre. Alors, oui. Ouvert de mon collègue Christophe que je vois, ma réponse va être courte. Absolument pas. D'accord. Le glissement se fait, c'est-à-dire que ces enseignants glissent. C'est justement le principe de la transformation médico-sociale. Alors, quand on parle de transformation médico-sociale, c'est le rapprochement nécessaire médico-social et éducation nationale pour accompagner au mieux, justement, les élèves dans leur inclusion. Donc, il n'y a pas de reprise de poste dans la transformation médico-sociale. Très bien. Merci pour cette réponse précise, M. Ratage. Du coup, ça me fait penser, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, mais peut-être c'est aussi M. Muis qui peut nous en parler, de ce qui a été cité dans le chat, ces équipes mobiles d'appui médico-social à la scolarité? Alors, oui, alors ça, c'est tout récent. Hein. Vous m'entendez, hein? Oui. Oui, du coup. Eh ben, écoutez, ça, c'est une instruction nationale hein, qui demande de développer des EMAS, hein, ce qu'on appelle les équipes mobiles d'appui à la scolarisation. L'idée, c'est que ces équipes qui sont donc constituées de professionnels médico-sociaux puissent intervenir sur les bassins d'éducation pour venir en soutien des équipes enseignantes quand elles sont confrontées à des difficultés particulières pour accompagner les enfants en situation de handicap. Donc l'idée, c'est ça s'inscrit dans le cadre de cette dynamique visant à se dire que il faut demain plus qu'aujourd'hui des enfants en situation de handicap puissent être davantage mise en situation d'école ordinaire, en fait, être en classe avec l'ensemble des enfants. Donc ça, c'est tout récent, hein, on vient d'autoriser. Alors là, pour le coup, dans la région, on est allé bien au-delà de ce que le prévoit le national, hein, et on a mobilisé un certain nombre de moyens dans notre cadre, dans notre marge de manœuvre régionale, pour développer vraiment ces équipes mobiles dans la proximité. Parce que l'idée, c'est que chaque établissement scolaire puisse avoir recours à ces équipes.
dans l'attente d'un monde idéal qu'on espère tous un jour, où effectivement l'ensemble des enfants, peut-être pas à temps plein, mais en tout cas puissent être accueillis dans une école avec voilà, les professionnels paramédicaux, s'il y avait voilà, si l'architecture s'y prêtait, qui puissent être sur place et qui n'auraient même pas pour le coup à faire voilà, du transport pour venir voilà, se rendre dans les établissements. Je le fais un peu rapide, hein, mais je peux apporter quelques précisions s'il y a d'autres questions là-dessus. Bien, eh bien, s'il n'y a pas de questions qui s'expriment et si Madame Silver, Monsieur Ratage, Monsieur Muis, vous ne voulez pas ajouter une précision ou une information ou quoi que ce soit? Bon, pour ma part, c'est une journée très intéressante, hein, et justement qui va en appeler d'autres, mais surtout du vœu que ça fasse des petits au niveau des terrains de proximité. C'est se causer entre eux. C'est ce qui, encore une fois, moi, me conduit à dire, c'est la communication, c'est le travail en partenariat qui nous fera avancer. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, le mot partenariat, c'est le mot qui résume très bien vos 3 interventions. Je vous suis particulièrement reconnaissant d'avoir accepté de venir. Cette journée sans les tutelles, ça n'avait pas sa force, ça n'avait pas sa dimension. Avec les tutelles, avec les tutelles que vous êtes, on est dans le concret, dans le réel. Et donc, votre présence était vraiment indispensable. Je vous en suis très reconnaissant. Je propose à tout le monde donc que nous levions la séance. Comme vous le savez, il est prévu que nous reprenions à 13h30. Je vous souhaite un bon appétit puisque avec ce système, chacun mange de son côté. On n'a pas le convivial du repas tous ensemble. Voilà. À tout à l'heure.